3 choses motivent essentiellement l'équipe iConsulting: l'optimisation de la performance des organisations, l'intelligence collective et l'acculturation au digital. iTalks est un podcast qui se veut le porte-voix de ceux qui agissent, entreprennent, osent pour la Martinique, les Antilles et la Caraïbe de demain. Bonne écoute! iTalks. Yann Honoré, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation de participer au podcast iTalks. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui nous écoutent aujourd'hui? Yann Honoré, alors plusieurs casquettes. Celle qui me rémunère, c'est que je suis directeur général d'une entreprise de travaux publics qui s'appelle Karim Moter. Et puis, dans le cadre de cette activité de travaux publics, j'ai accepté, dans un premier temps, la vice-présidence d'un syndicat du BTP de Martinique. Dans un deuxième temps, la présidence de la cellule économique. Et aussi, dans un troisième volet, la présidence de la caisse des congés du BTP de Martinique. Et tout ça via mes fonctions de premier vice-président du syndicat du BTP de Martinique. Très bien, mais on va justement enchaîner dessus. Pouvez-vous nous présenter la CERC, nous expliquer en quoi consiste le rôle de la CERC aujourd'hui? Alors la CERC, donc cellule économique régionale de la construction de Martinique, fait partie donc d'un GIE national. Le but, c'est d'informer, de fédérer les acteurs du BTP autour donc bien sûr de l'activité du BTP, mais aussi autour de certaines problématiques. Et pour cela, nous sortons donc des notes de conjoncture sur lesquelles nous donnons des données sur le secteur, des données en termes de volume, d'activité, etc. Mais pas que, puisque nous pouvons aussi faire des études, comme une belle étude que nous avons à mettre en place, qui est justement l'adaptation des normes tropicales, qui est un sujet important d'actualité pour nos territoires. Justement, comment se porte le secteur du BTP en Martinique? Quel est votre regard en tant que professionnel, mais aussi en tant que président de la CERC, sur la santé de ce secteur d'activité aujourd'hui? Alors, le BTP, donc il y a le bâtiment et les travaux publics. Parce que les gens ont tendance à parler donc, du BTP, mais c'est quand même dans sa globalité, mais ça reste deux activités qui sont quand même bien distinctes. Le bâtiment, et même je dirais avant d'aller un peu plus loin, il faut aussi distinguer quand même l'activité publique de l'activité privée. C'est quand même important. Aujourd'hui, il y a une grande problématique, que ce soit dans le bâtiment ou les travaux publics, qui est dans la commande publique. Nous avons une commande publique qui est trop basse, qui est en perte de vitesse et qui mérite justement une dynamisation, une mise à niveau, puisqu'il y a des besoins sur ce territoire en infrastructure au niveau des bâtiments. Vous avez entendu, il y a un gros volet d'investissement, c'est un exemple. Pour la partie hospitalière, il y a un sujet de 400 millions d'euros sur la table avec l'ARS sur 10 ans. Donc on voit bien qu'il y a un besoin d'infrastructure en termes de bâtiments. C'est un exemple. Par contre, il peut y avoir une activité privée qui est pas soutenue, mais qui est relativement stable, je dirais. Pourquoi ? Parce que dans cette activité bâtiment, oui, il y a l'acte de construire du neuf, mais il y a une activité qui est la réhabilitation. La réhabilitation, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le Covid, les gens sont restés chez eux, ils ont découvert justement un habitat où effectivement il pourrait être amélioré. Il y a des problématiques sismiques, il y a des problématiques cycloniques. Donc on voit bien que les gens ont tendance à faire travailler cette partie réhabilitation. Donc ce domaine qui fait travailler principalement le tissu martiniquais, qui est composé de 80%, voire 90% de TPE, fait travailler effectivement ce volet artisan TPE. Donc on ne vit pas forcément tous la même crise. Par contre, effectivement, dans le TP, c'est à peu près le même problème. Mais à tout niveau, nous dépendons fortement de l'activité publique dans le TP. Et par contre, dans le TP, oui, il y a une problématique parce qu'il n'y a pas de commande publique importante lancée. Bon, malheureusement, il y a eu des sujets politiques, des élections, il y a aussi eu une crise sanitaire. Mais avant ça, on avait déjà une crise économique sévère qui durait depuis 2008-2009. Donc nous, dans le BTP, on était relativement pas atone, mais on va dire un peu plus en difficulté. La dernière chose, pour terminer, c'est que sur les travaux publics, oui, il y a aussi des besoins. Il y a des problématiques, tout le monde nous le dit, de réhabilitation d'infrastructures, c'est-à-dire d'entretien et maintenance de l'infrastructure. Il y a déjà cette problématique. On le voit actuellement avec le phénomène de l'ouvrage de Soudon, vous voyez,
C'est peut-être le début de quelque chose, mais il y a ce sujet. Et puis il y a aussi en parallèle aussi des problématiques on va dire, d'infrastructures lourdes que vous vivez comme nous-mêmes. C'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de sauter les giratoires qui sont relativement obsolètes aujourd'hui par rapport au trafic que nous vivons. Donc il y a encore pas mal d'infrastructures neuves à faire. Il y a aussi peut-être de nouvelles dessertes à faire. Et puis il y a surtout aussi ce que tout le monde attend, c'est l'extension du TCSP qui est resté un peu à l'arrêt. Le TCSP n'est pas fini, c'est un projet qui n'est pas abouti, qui doit arriver en théorie vers le sud jusqu'à Rivière-Salée et qui doit arriver aussi vers le nord, vers Schellcher, comme pour l'est, vers le Robert. Donc on voit bien qu'il y a encore de la masse, en fait, il y a encore des besoins à faire, mais entre-temps, nous sommes plutôt en mode de souffrance parce qu'il n'y a pas d'activité lancée sur le domaine. Et au-delà de la commande publique, justement, des problématiques de commande publique évoquées, est-ce qu'il y a une problématique de performance au niveau des entreprises du secteur? On parle de digital aujourd'hui, il y a des opportunités d'aider à mieux faire, à être plus efficace, justement. On sait que le coût de certaines matières premières a augmenté, par exemple, et qu'il faut mieux piloter le coût et la rentabilité des chantiers. Quel est votre avis dessus, sur l'apport du digital au secteur? C'est vrai qu'il y a un besoin, comme vous le savez, je vais le dire, entre 80 et 90% de TPE. Ce public a besoin d'être accompagné. Ce sont des gens qui sont plutôt sur le terrain, qui sont très manuels, mais vous savez tous qu'aujourd'hui, en parallèle de ça, il y a dans nos collectivités publiques une digitalisation, une dématérialisation. Même dans vos actes administratifs, vous avez aussi une dématérialisation, vous avez un accompagnement forcément digital à amener. Et vous avez, en parallèle de tout ça, vous avez des grands sujets qui sont des grands sujets de notre quotidien, qui sont, par exemple, ne serait-ce que la comptabilité, comme vous dites. C'est-à-dire là, on est vraiment dans l'entreprise, dans l'accompagnement fort de l'entreprise, en termes de gestion comptable et analytique. Oui, nous avons besoin, effectivement, sur ce tissu de TPE, d'avoir des outils performants et simples, en application ou en téléphone ou en tablette, pour accompagner ces artisans et effectivement assouplir justement cette partie administrative et comptable qui est aujourd'hui quand même très important dans le coût de revient. Après, il y a un dernier volet qui est important, c'est qu'effectivement il y a le BIM. Donc le BIM est quand même très très important aujourd'hui dans l'acte de construire. Hein. Il y a quand même des grands projets qui sont déjà en BIM, comme ça reste de grands projets. Comme il y a eu l'hôpital de la Ménard qui a été fait en BIM, comme là aujourd'hui vous avez l'extension de l'aéroport qui est en BIM, bon, ça reste de grands projets, mais forcément à la longue ça va devenir très important. Et puis nous avons beaucoup milité aussi sur la digitalisation, mais pas forcément aussi dans nos entreprises, mais aussi chez nos clients. Il y a aujourd'hui une lenteur administrative chez nos clients pour des actes administratifs, ne serait-ce que pour quelque chose qui est fondamental pour nous, pour nos paiements de nos situations de travaux. Nous considérons et nous avons demandé à ce qu'aujourd'hui, comme vous avez un colis, quand vous commandez un colis sur Internet, ça aurait été bien qu'on sache vraiment qu'on fait une facture, où elle est, en temps et en heure, dans quel service, etc., de façon à ce qu'on respecte les délais légaux de 30 jours de paiement de nos situations. Et vous, sur Caraïbes Moteur, est-ce que vous utilisez le digital au quotidien? Est-ce que vous avez entrepris déjà une démarche de modernisation, d'optimisation de votre performance auto? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre activité en tant que professionnel? Alors Caraïbes Moteur, oui, Caraïbes Moteur, parce que nous, on est quand même affilié à un grand groupe. On est affilié à Vinci, il n'y a rien à cacher. Mais par contre, notre digitalisation commence déjà depuis notre chef de chantier. Nos chefs de chantier, ça fait déjà pratiquement une dizaine d'années qu'ils sont déjà sur une tablette numérique sur leur chantier. C'est-à-dire qu'ils rentrent tout de suite la saisie des heures de leur personnel, ils rentrent tout de suite les bons de leur livraison de matériaux, hop, c'est envoyé, ça arrive à la comptabilité compile tout ça, et il y a un traitement qui est déjà fait qui va rentrer aussi bien dans le traitement analytique que aussi bien jusqu'au niveau bilan d'entreprise. On est capable de sortir des bilans à tous les mois ou tous les 3 mois ou quand vous voulez. Parce qu'on a un traitement effectivement qui est du début de la chaîne jusqu'à moi à la fin du mois. Moi, il y a un rédacteur général à la fin du mois où j'ai mon tableau de bord avec qu'est-ce qui a été consommé, combien de personnes, enfin bref, j'ai tout ce qu'il me faut à la fin du mois.
Très bien. On va embrayer justement sur un sujet qui concerne plutôt la CERC aujourd'hui. Vous avez parlé de la nécessité d'adaptation des normes aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet Bâti Solide? Alors Bâti Solide, je vais en profiter parce que j'aime bien taquiner. J'ai un AMO justement qui je remercie, qui s'appelle Jean-Yves Bonnet, qui a maîtrisé le sujet depuis la première phase. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en 2 phases aujourd'hui. Donc la première phase a été faite en 2019, où effectivement nous avons commencé un peu à bâtir les bases justement des différents groupes de travail pour savoir sur quelle optique nous allons faire dans le futur en termes d'adaptation des normes, parce que sinon on partait dans tous les sens. Donc nous avons réuni tous les experts, ils ont identifié clairement quels sont les groupes de travail qui sont les prioritaires. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on a pu faire une restitution avec un séminaire qui était très intéressant, qui était le séminaire Bâti Solide. Et nous avons acté qu'à ce moment-là, nous allons passer à la phase 2 de ce projet d'adaptation des normes qui a commencé, on va dire ce mois-ci, précisément, avec une vitesse de croisière importante, qui est parti pour 3 ans. Avec un budget d'1,5 million d'euros, très accompagné par les services de l'État, très accompagné par la CTM, très accompagné aussi par la préfecture, d'accord. Donc voilà, c'est parti pour 3 ans. Les groupes de travail sont nommés aujourd'hui. Et oui, il ne faut pas que j'oublie effectivement comme financeur, c'est l'Action Logement. L'Action Logement est un gros volet d'investissement sur les territoires domiens. Et donc, il nous accompagne aussi sur ce volet-là. Mais à partir du moment où nous avons bouclé le financement, nous avons lancé les opérations, nous avons lancé les groupes de travail. Le premier groupe de travail a déjà commencé à travailler, c'est celui des bétons armés. Voilà, et va venir, donc je suppose, de la partie armature. Donc c'est parti, c'est lancé, et puis c'est parti pour 3 ans avec un budget de 1,5 million d'euros. D'accord, très bien. Vous jugez donc très favorablement les premiers résultats et la finalité du projet. On aimerait que vous puissiez nous l'expliquer. Qu'est-ce que concrètement, quels sont les résultats attendus concrètement de ce projet? Alors je vais essayer de parler moins technique, mais plutôt comme à Monsieur Landa. La finalité, c'est bien sûr adapter nos normes, parce que vous avez bien compris qu'elles sont faites en métropole, dans des essais européens avec des conditions climatiques européennes. Enfin, voilà, ça ne correspond pas à nos conditions de vie, puisque déjà nous-mêmes nous avons 2 sujets importants. C'est le côté sismique et le côté cyclonique, en plus de nos conditions d'humidité. Enfin voilà, c'est très complexe. L'idée, c'est de dire on adapte nos normes. Pourquoi ? Parce que vis-à-vis de l'expérience Irma que nous avons eue, nous avons constaté une sinistralité comme importante, mais sur des produits qui ne sont pas adaptés. Donc l'idée, c'est que la personne lambda, vous, moi, X ou Y, au bout de ces 3 années, je l'espère, arrive dans un magasin ou chez un artisan, trouve, allez, on prend un exemple, un volet roulant ou une menuiserie avec un label défini Bâti Solide, voilà, adapté aux situations, n'exclut pas la fenêtre qui sort de Chine ou la menuiserie qui sort de Chine, mais ait la connaissance de se dire voilà un produit qui est labellisé chez moi, qui va correspondre à mes conditions climatiques. J'ai un autre produit en face qui sort de Chine, mais qui est peut-être moins cher, mais au moins je me pose la question de mon choix d'investissement. C'est-à-dire que quand on considère qu'on achète une menuiserie, c'est pas comme si on achète un jean. C'est des investissements qui sont lourds, c'est des choix stratégiques dans le budget de la famille. Donc c'est de se dire quel est mon choix, quelle est ma position. J'achète parce que j'ai les moyens d'acheter chinois aujourd'hui. C'est pas grave, quitte à ce que dans un mois, dans 1 an ou dans 2 ans, je vais renouveler. Ça peut arriver, libre à chacun. Ou je dis j'achète local, certifié avec un label, et je me dis ok, c'est parfait, ça correspond dans mes conditions climatiques, ça va tenir, je préfère, et ça va faire aussi travailler la production locale aussi, parce que c'est quand même un volet important. Et donc je me dis ok, je fais mon choix, je sais au moins que c'est clair, devant moi j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir choisir. Après, en face de ça, je fais un appel à un artisan qui lui, en face, il a été formé, il a reçu un guide d'application de ces menuiseries que je viens d'acheter. Elles ont été achetées avec un label.
Derrière, il y a un guide de préconisation. L'artisan vient, il est formé, il a le guide pour pouvoir poser dans telles conditions, mettre tel acier, mettre telle chose, de façon à ce que ça résiste cyclonique et sismique. Et puis aussi, aux acteurs autour justement de la profession, il y a aussi la sinistralité. Les assurances, quand elles vont être rassurées avec un produit adapté, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qui va résister en cas de cyclone? Eh bien, elles vont peut-être aussi baisser aussi leur cotisation. Donc ça reste quand même très 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 important de pouvoir... c'est tout le monde qui va gagner en fait. Voilà, c'est toute la chaîne qui va gagner. C'est ça qui est important. En quoi le digital vous accompagne sur ce projet qui mobilise notamment la Guadeloupe et potentiellement d'autres territoires, de nombreux experts? En quoi il vous aide à être plus efficace dans la gestion de ce projet, le digital? Alors la première chose, déjà, je vous remercie parce qu'effectivement j'ai oublié la Guadeloupe. Et très bien, parce que ce n'est pas un sujet, on va dire, martinico-martiniquais, c'est un sujet antillais, mais c'est un sujet qui, j'espère, va devenir caribéen. Parce qu'effectivement, quand il y a eu les catastrophes, certains de nos experts sont allés à la demande de la Dominique, suite à certaines catastrophes, de venir voir, conseiller, expliquer, échanger, constater. Parce qu'ici aussi, il faut constater. Donc on voit bien qu'il y a un sujet caribéen. Donc ça, c'est important et je tiens à vous remercier de ce débat. Alors effectivement, je crois savoir que vous êtes doté d'outils qui vous permettent de mieux travailler justement sur ce projet, à bâtir votre vision avec l'ensemble des acteurs expliqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la méthode de travail, sur les outils utilisés? Il peut y avoir beaucoup de sujets. Il peut y avoir un sujet, comme je vous disais, sur l'application. Demain matin, basiquement, si je reviens sur un riverain, pourquoi ne pas avoir une application sur tous les produits locaux avec un guide de tous ces produits qui sont en Martinique? Moi, je suis un peu Martinique à ce moment-là. Je vends un peu la Martinique. Mais pourquoi ne pas avoir une application ou avec un label, justement, label bâti solide, tous les produits qui sont fabriqués en Martinique ont leur propre label. Ben, tout de suite, même avant de partir, ou même avec mon architecte, quand je conçois ma maison, tiens, je voudrais plutôt ce volet-là. Ok, ça, je veux bien ça. Oui, je veux bien cette menuiserie. Oui, ok. Mais attention, je suis près de la mer. Il y a un béton tel. Oui, ce béton-là, il résiste mieux à la mer, à l'agressivité de la mer, de l'air salin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce serait une bonne démarche d'avoir une application de ce type. Ce serait l'idéal. Très bien. Alors, effectivement, on voit que tout n'est pas métier. Bien évidemment, le digital peut venir en support de n'importe quel projet. C'est quelque chose d'assez transversal. Il vient pour accroître l'efficacité, fédérer. Il y a aussi un aspect de montée en compétence des hommes pour les aider justement à bien utiliser ça. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pour pouvoir justement échanger, on va dire réfléchir, fédérer, il faut bien avoir un seul outil. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer, je ne fais pas de publicité, mais on ne va pas se passer des fichiers Excel. À un moment donné, on a suffisamment de moyens aujourd'hui, parce que le digital peut nous créer ce qu'on appelle globalement une GED. Voilà, un endroit où tout le monde collecte, tout le monde travaille avec les données. Tel expert, même s'il est en Guadeloupe, même s'il est en métropole, peut rentrer dans les données. En même temps, il peut donner ses avis. En même temps, il peut lire des comptes rendus. Il peut avoir un regard aussi, même s'il n'est pas dans la menuiserie, mais plutôt spécialisé béton armé. Il peut regarder qu'est-ce qui s'est fait comme réunion de travail, comme groupe de travail, comme réflexion avec les experts de la charpente bois, par exemple. Et puis, comme par hasard, en tant que consommateur, il peut donner un avis. Oui, il y a cette partie de digitalisation qui est importante, qui permet de fédérer et construire justement ce phénomène bâti solide. Alors pour conclure, parce qu'on est proche de la fin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, nous donner votre vision du secteur du BTP demain en Martinique? Comment vous souhaitez voir évoluer ce secteur demain en Martinique? Sacrée question. Moi je vais vous donner un avis qui est simple, qui est très intéressant. C'est que on ne peut pas faire sans le BTP. On ne peut pas avoir un développement sans le BTP. On peut avoir un territoire, de la mobilité sans le BTP. On ne peut pas avoir l'eau au bout du robinet sans le BTP. On ne peut pas avoir l'électricité au bout d'un interrupteur sans l'électricité. On ne peut pas avoir l'Internet 5G sans le BTP. Vous voyez ce que je veux dire? Partout on a besoin du BTP. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que moi je considère que le territoire, il y a des besoins. Il y en a énormément. Moi je pense que nous sommes en retard vis-à-vis de tout ce que nous voyons dans le monde. Je ne m'en parle pas de la France, parce qu'on voyage, nous voyageons tous.
Je considère qu'on est en retard sur la mobilité, on est en retard sur nos infrastructures, on est en retard. Quand je dis mobilité, mais oui, il y a des pistes cyclables, il y a des gens qui sont en vélo, il y a de la trottinette, il y a des moyens qui vont se substituer aux véhicules, véhicules fossiles. Vous comprenez? Donc je pense qu'aujourd'hui on est en retard. Mais à un moment donné, ce qui ne se fait pas aujourd'hui va se faire. Si nos élus, si nos acteurs retardent certains investissements publics, ce que je peux comprendre parce qu'il y a malheureusement des besoins sociaux, à un moment donné on va payer. Et on va payer plus cher que ce qu'on devait payer au moment où on devait le faire. Parce que de toutes les façons, et on le constate encore, et je prends encore cet exemple-là, quand vous ne faites pas l'entretien de vos ouvrages que vous avez construits, vous regardez l'exemple de Soudon, ça vous coûtera encore plus cher. Et non seulement ça vous coûte plus cher financier, mais vous avez pris le risque d'avoir un accident peut-être mortel. Vous avez fait de la gêne à la population parce qu'il fallait fermer la route, donc il fallait que les gens contournent. Vous avez fait de la gêne à l'économie, parce que ça fait des embouteillages, donc finalement les gens se dépensent moins, etc. Donc finalement, au bout du bout, vous faites des insatisfaits. Vous faites des insatisfaits dans l'économie actuelle, parce que vous ne donnez pas du travail à des entreprises locales de BTP, de bâtiments et de travaux publics. Ces entreprises-là, finalement, se retrouvent à avoir une activité relativement très largement en baisse. Ce sont les entreprises, donc forcément, qu'est-ce qu'elles font? Elles se réorganisent et se restructurent. Donc ça veut dire quoi? Dans la même bassine, ça veut dire qu'elles licencient nos propres compatriotes martiniquais. Ça veut dire que aussi, derrière, vous restructurez votre entreprise, ça veut dire que vous ne faites plus d'investissement. Quand je dis investissement, les gens ne pensent que du matériel, mais il n'y a pas que du matériel en investissement. Il y a aussi le renouvellement de main-d'œuvre. Parce que demain matin, nous, ce qu'on souhaite, c'est transférer des entreprises, qu'elles durent, qu'elles perdurent. Donc ça veut dire que quand on n'investit pas, nos jeunes, ils sont où? On les met où? On ne les prend pas. Donc finalement, on est dans la même bassine, on s'entretue nous-mêmes. Et c'est ça notre problème. Donc moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une prise de conscience. Une prise de conscience. Parce qu'on entend beaucoup, souvent, ce ne sont pas des problèmes d'argent. Les investissements, ce n'est pas des problèmes d'argent. Il y a de l'argent. On entend beaucoup, peut-être que c'est des problèmes, manque de digital, peut-être. Parce que les gens, quand ils sont au télétravail, crise Covid, peut-être qu'ils n'ont pas le débit qu'il faut pour traiter nos factures. Peut-être. Prenons cet exemple, peut-être. Mais comme je viens de vous le dire, s'il n'y a pas, au bout du compte, la 5G en télétravail, c'est parce que les réseaux ne sont pas faits. Donc ça veut dire que nous, acteurs du BTP, voilà un manque qu'on aurait pu combler rapidement. Mais je dirais même que ce n'est pas nous qui avons besoin d'être accompagnés. Nous sommes au service des acteurs publics. Nous saurons nous former, nous saurons nous organiser, nous saurons nous digitaliser, nous saurons nous prendre nous-mêmes. C'est notre job de pouvoir. Mais par contre, non. Nous serons au service des acteurs économiques. Alors Yann Honoré, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. J'espère que les auditeurs qui suivront ce podcast auront maintenant une meilleure vision du secteur du BTP et du TP et de ces enjeux, de la CERC également, et puis que tout ce que vous mettez en place effectivement pour les Martiniquais, pour les Antillais, mais demain effectivement pour la Caraïbe, sera bien évidemment mieux connu et que vos initiatives seront peut-être mieux supportées demain. Alors je vais juste terminer, si vous le permettez. Je vais remercier l'ensemble de mon bureau, de la cellule économique, parce que je ne suis pas seul. Bien sûr. Je vais remercier aussi ma directrice générale de la structure de la cellule économique. Je vais remercier aussi un AMO parce que, pour pouvoir mener à bien les choses. Parce que nous sommes tous des élus au service de la profession, sauf notre directrice. Voilà. Mais nous sommes accompagnés aussi d'un AMO qui va justement nous permettre d'arriver au bout du bout. C'est quand même important. On vous remercie aussi. En parallèle, il y a des acteurs, parce que ça serait un travail tout seul si on n'a pas un outil de communication. Parce qu'à un moment donné, comme je vous ai dit, il faut qu'on informe le tout public. Le but du jeu, c'est qu'on informe
tout le monde de cette action. Donc il faut passer par des boîtes de communication. Voilà, donc il y a toute une économie autour d'une action. Et c'est ce qui est important. Moi, ce que je retiens, c'est que quand vous déplacez, moi quand je déplace 1 tonne, derrière je mobilise des millions et des millions d'êtres humains, d'investissements. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et donc je remercie tous les acteurs qui sont autour de nous, les experts, les institutionnels qui nous ont aidés, accompagnés, ils ont compris la démarche, qui financent. Voilà, donc c'est un ensemble que je remercie et ce n'est pas que Yann Honoré. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode d'iTalks. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. iTalks.